je peux me permettre de te présenter comme il se convient avant de te laisser la parole, parce que je sais qu'une fois que tu l'auras, ça va être assez difficile de la récupérer. Bon, alors, André Markovitch, comment le présenter? Ta page Wikipédia parle de toi dans cet ordre en tant que traducteur et poète. Non, mais arrête avec Wikipédia. Non, mais j'arrête tout de suite. En tout cas, traducteur et poète, et je le prends dans cet ordre-là. Donc, ces deux attributs auxquels j'en ajouterais volontiers un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais on ne peut pas tout dire. Et puis, André, tu as publié plus d'une centaine de traductions. Tu as participé à plus d'une centaine de mises en scène de tes traductions. Alors, je vais adopter l'attitude du traducteur et je vais faire des choix et accepter la perte. Donc, commençons par le commencement. Portrait de André Markovitch en traducteur. Il m'arrive invariablement lorsque je rencontre quelqu'un et au cours de la conversation, je mentionne que je m'occupe de traduction, que cette personne mentionne le nom d'un traducteur formidable dont elle a entendu parler ou qu'elle a elle-même entendu parler. Et il se trouve que 9 fois sur 10, cette personne se nomme André Markovitch. Voilà, André est devenu le traducteur par excellence. Il incarne aux yeux de beaucoup la traduction. Et si je fais appel à la notion d'incarnation, c'est aussi parce qu'André, disons-le, est homme de théâtre. Traducteur auprès d'Antoine Vitesse de Gogol dès ses débuts, et puis avec Françoise Morvan de tout Tchekhov, homme de scène qui se livre parfois à des improvisations, traductions en public. Et à cet égard, puisque nous sommes à Bordeaux, je vais situer une anecdote de l'une de mes rencontres avec toi. De façon éphémère, en 2008 et 2009, j'ai été responsable des études à l'ESTBA, l'École supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine, et c'était la première année de l'école. Et le programme pédagogique prévoyait alors divers ateliers. Et chaque atelier était précédé d'une semaine de travail dramaturgique autour d'un texte. Et le dramaturge invité pour Tchekhov n'était autre qu'André. Et or, son enseignement auprès des jeunes acteurs auxquels j'ai assisté était assez singulier. Au cœur de son enseignement, il cherchait à transmettre l'art de raconter une histoire. Alors, lui racontait des histoires juives et l'art de la chute. Et face à un auditoire composé d'acteurs en devenir, le dramaturge s'est mué en conteur, plutôt révélé en conteur, et en conteur extraordinaire. Et du conteur et de ce maître de l'oralité et du temps suspendu au poète, il n'y a qu'un pas, et je le franchis allègrement. Poète aussi, disait Wikipédia, et maintenant j'arrête de le citer, formé comme traducteur à l'école de Pouchkine avec Efi Metkin, et aussi de Guillevic, avec qui il a traduit Ilyas Danevitch. Pouchkine qui reste, à tes yeux, paraît-il, j'ai lu ça quelque part, ta traduction la plus importante avec Eugène Onegin. Poète, traducteur, donc, mais aussi poète-écrivain. En 2018, tu publies L'appartement, poème autobiographique consacré à l'appartement de ta grand-mère à Saint-Pétersbourg, dont il a été fait un film. Enfin, il faut mentionner que tu as cofondé en 2019 avec Françoise Morvan les éditions Mesure, où vous publiez des œuvres de Gennady Haïgui, Léonid Andreev, Daniel Harms, François-Marie Luzel, Marina Tsvetaeva et Ilyas Danevitch. J'ai fini ma présentation et je te passe la parole. Merci. Merci, Yann. Oui, après ça, j'ai plus rien à dire, en fait. Quand Cécile Quintin m'avait invité, comment dire, c'était l'année dernière, non pas l'année dernière, encore l'année dernière, et que pour des raisons indépendantes de la volonté de la rédaction, comme dit Treplev dans La Mouette, on s'est retrouvés cette année, elle m'a dit qu'il fallait un titre. Et parce que ça se fait de mettre des titres. Et je me suis demandé, mais quel titre? Parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais dire, comme je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire maintenant. Pourquoi? Parce que je ne prépare jamais ce que je vais dire. Parce que je ne sais jamais à qui je vais m'adresser. Et donc, je parle à des êtres humains. Donc, voilà. Et donc, j'ai dit une place de traducteur. Être là, c'est une place de traducteur. Et après ça, qu'est-ce que je vais dire sur ça? Je veux dire, déjà, j'ai un problème
Parce qu'on me dit que je suis un traducteur du russe. Mais pas du tout. On ne traduit pas, en tout cas en traduction littéraire, me semble-t-il, on ne traduit pas des langues. Il me semble que ce n'est pas vrai du tout. On traduit des écrivains qui ont écrit dans une langue. Ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de connaître la langue, même, est-ce que c'est important? Oui, bien sûr, c'est important. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Je ne sais pas. Par contre, de connaître et de comprendre la langue de l'écrivain que tu traduis, ça, c'est important. Je veux dire, est-ce que je traduis du russe? Je traduis des écrivains qui ont écrit en russe. Mais pas que. Là, il y a une semaine exactement, avec Françoise Morvan, on a été pris d'un truc très étrange, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on venait en moins de 2 mois de finir la traduction des sonnets de Shakespeare. Mais Shakespeare, il n'a pas écrit en russe. Et ça ne nous est pas venu à l'esprit de dire on ne va pas le faire parce que ce n'est pas du russe. On traduit aussi de l'anglais, mais pas de l'anglais. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit de traduire un roman de l'anglais. Mais il y a certains auteurs qui m'intéressent. Et en russe, c'est pareil. Je ne traduis pas n'importe quel auteur en russe. J'ai eu cette chance absolument incroyable dans ma vie, et c'est aussi ma deuxième réserve, de ne jamais prendre de commande. C'est-à-dire de m'être toujours trouvé dans une situation où finalement c'est moi qui décidais ce que je voulais faire et de la façon dont je voulais le faire. Et les 2 ou 3 fois où j'ai accepté une commande, c'est-à-dire quelque chose que je n'avais pas prévu de faire, ça s'est très mal passé. Parce que je me suis rendu compte que j'étais incapable de répondre à la demande. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai rencontré Hubert Nissen, qui à ce moment-là dirigeait Actes Sud, et que je lui ai proposé de traduire l'intégralité des œuvres de fiction de Dostoïevski, en même temps, je lui ai envoyé une liste d'une centaine de livres, d'une centaine d'œuvres que je voulais traduire, en plus de ça. Et c'est ce que je fais depuis. J'ai eu cette chance d'essayer de construire mon travail d'auteur en auteur et pas de langue en langue. Il y a eu quelques surprises, mais finalement, ce que je voulais faire en 88, 89, il y a du bois là. Je ne sais pas si c'est du bois, je le touche. La chaise, c'est ouais, moyen. Je continue à le faire comme ça. Et donc, et c'est pas une question de langue. Il se trouve que ma langue maternelle, c'est le russe. Mais est-ce que le fait de connaître une langue, voire une langue rare, au sens d'une langue qui est peu diffusée dans le monde, ou parlée par un nombre limité de locuteurs, vous donne une quelconque aptitude par nature à traduire? Pas du tout. C'est 2 choses radicalement différentes. Le travail réel commence quand vous commencez à traduire en français. Parce que la traduction, c'est d'abord un travail sur la langue française. Et qu'est-ce que c'est comme travail sur la langue française?
Qu'est-ce que la traduction permet de faire en travaillant sur la langue française, ce qui me permet de rejoindre ce que dit Jörn sur mes différentes activités. Je n'ai jamais distingué mon activité de traducteur et mon activité d'écrivain, d'auteur. Jamais. C'est que, comment vous dire, quand j'ai fini Dostoïevski, et que donc j'ai fait une émission sur France Culture, je sais pas quoi, et le journaliste m'a demandé, mais est-ce que vous écrivez? Mais attends, je venais de... Je veux dire, tu comprends? J'avais pas de pistolet, j'avais pas de couteau. Et de toute façon, je suis une personne pacifique, quoique. Mais je fais que ça de ma vie. J'écris. Et j'écris en choisissant la façon dont j'écris. Je veux dire, je travaille sur... Qu'est-ce que ça veut dire écrire pour moi? Ça veut dire travailler sur la langue française. Or, que me permet la traduction? Elle me permet d'explorer des voies que les auteurs franco-français n'ont pas explorées. Je veux dire, quand je me suis lancé dans la traduction de Dostoïevski, une des raisons fondamentales qui m'ont poussé à le faire, c'est une anecdote. J'étais en Bretagne et je suis allé, comment dire, j'adore les chansons bretonnes. Vraiment, j'ai un grand répertoire de chants bretons. Et avec Françoise Morvan, on a traduit plein de chants bretons de façon à ce qu'ils puissent être chantés en français. Et aussi, et les chanteurs bretons, même traditionnels, même ceux du 18e, n'ont jamais écrit en russe. Et donc, j'étais là, j'écoutais, et je passais la nuit chez une vieille dame, et le matin, je prends mon petit déjeuner, arrive un vieux monsieur, qui se met à parler très rapidement en breton, et qui ne se rend pas compte que je suis dans la cuisine, en train de prendre mon petit déjeuner. Et d'un seul coup, il voit que je suis là. Il se retourne vers moi avec cette espèce de politesse qu'avaient les paysans. Et il dit, chaud, j'ai eu, hein? Chaud, j'ai eu, hein? Il avait eu chaud. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, et il m'a raconté la suite, c'est qu'il charroyait du foin et une meule a failli lui tomber dessus et a failli le tuer. Il a dit, chaud, j'ai eu, hein? En breton, on te dit ça. Mais dans Les démons de Dostoïevski, quand Kirillov demande au narrateur, qui ne comprend pas très bien, quand il lui explique pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas libres, et les hommes ne sont pas libres parce qu'ils ne se suicident pas, et ils ne se suicident pas parce qu'ils ont peur, et ils n'ont pas peur de la mort, mais ils ont peur de la douleur. Et le narrateur, comme en gros la majorité de la population humaine, ne comprend pas très bien cet argument. Il se met en colère et il lui dit, mais quand un immeuble vous tombe dessus, vous avez peur? A bolь вам будет. Ça veut dire mal, vous aurez, pas peur, vous aurez, mais mal, vous aurez, insistant sur mal, sur la douleur.
mal, больно вам будет. J'ai traduit tout Dostoïevski pour pouvoir mettre ça en français. Insister sur des choses comme ça. Essayer de travailler sur une intonation qui peut exister ou qui n'existe pas. Mais de façon à ce que le lecteur prenne ça comme quelque chose de peut-être bizarre, mais possible. Et je pense que c'est ça aussi qui est fondamental. Essayer je ne veux pas dire d'enrichir, c'est pas du tout ça, de décentrer la langue française, la rendre un peu étrangère à elle-même. En quelque sorte, transformer la langue française en langue d'accueil, comme la nation française pourrait être nation d'accueil, et Dieu sait qu'elle ne l'est pas. Enfin bon, je n'épilogue pas sur ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Essayez de faire entendre d'autres voix, d'autres possibilités, en partant de l'idée que ce qui compte, c'est ça. Quelle que soit la langue qui permet ce décentrement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Après, la traduction, c'est quoi pour moi? Je dis souvent que c'est un exercice en... Hier, Isabelle Poulain m'a invité à l'université. Je lui suis très reconnaissante d'avoir pu parler. On a parlé de la cerisée, mais bon. On a parlé aussi des choses très importantes pour moi. La traduction comme exercice de reconnaissance. Qu'est-ce que je veux dire? Et je dis toujours que j'adore ce mot, c'est pas que je l'adore, c'est que je considère que c'est un mot extraordinaire. Parce qu'il n'est pas traduisible. Je veux dire, je ne connais pas en tout cas dans les langues que je peux lire, d'équivalent à ce mot-là, à ce mot français. Parce que c'est un mot double. Vous avez d'abord la reconnaissance en tant que gratitude. C'est-à-dire la gratitude qu'éprouve le premier lecteur, qui est le traducteur, envers le texte qu'il traduit. Cette espèce d'émerveillement que, je pense, doit avoir le traducteur devant le texte qu'il lit. Et si cet émerveillement n'existe pas, alors la traduction entre dans une sphère qui est strictement économique. Et on peut parler de métier, et c'est très important de parler de métier, du paiement, de la reconnaissance, de plein de choses. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. S'il n'y a pas au début une immense reconnaissance de la part du traducteur envers l'auteur du texte qu'il traduit, mieux vaut que le traducteur s'abstienne. Parce que sans ça, il ne peut rien y avoir. Enfin, il peut y avoir un exercice économique que je ne juge pas parce que voilà, tu as besoin de gagner ta vie, bah c'est normal. Mais voilà. Mais il y a autre chose. Il y a le fait de reconnaître. C'est-à-dire que la personne qui peut lire l'original reconnaisse dans ton texte français le texte
qu'elle connaît dans l'original. Et que veut dire reconnaissent? Là, on entre dans le domaine de l'interprétation personnelle. Qu'est-ce que tu reconnais dans un texte? Ben, ça dépend de toi. Je dis toujours que l'essentiel est de travailler sur la structure du texte, sur la construction, sur la répétition des images, sur la répétition de ce que nous appelons, Françoise et moi, les motifs. C'est sur ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, en même temps, sur l'intonation, sur le rythme, sur le fait que quand tu dis une phrase, quand tu lis en russe une phrase de Dostoïevski, si tu la lis en français, en gros, plus ou moins, ça doit durer le même temps. Pour Tchekhov, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que une phrase que tu dis en 15 secondes, si tu la dis en 25 secondes, tu n'as pas la même énergie. Et donc, tu peux pas la jouer comme elle est écrite. Parce que ces 10 secondes-là te ruinent complètement. Et donc, il faut absolument trouver la façon de le dire aussi pleinement que possible et aussi brièvement que possible. Après, il y a encore une autre chose. Il ne faut jamais penser que tu as compris. Si tu penses que tu as compris le texte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, me semble-t-il. Il faut que la traduction soit large. C'est-à-dire qu'elle puisse intégrer des lectures que tu ne fais pas toi-même. Je ne sais pas comment expliquer ça. Comme le texte original est large, personne ne peut dire qu'est-ce que... Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est fondamental. Ensuite, il y a encore autre chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est que traduire pour le théâtre. Je ne distingue jamais la traduction de la prose, la traduction de la poésie et la traduction du théâtre. Je ne sais juste pas du tout ce que ça veut dire. Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu traduis? Ce que tu traduis, c'est ce dont tu... C'est, comment vous... La raison pour laquelle tu penses que le texte a été écrit. C'est ça, le but de la traduction. Et donc, si c'est un texte de théâtre, ben, naturellement, il faut que la parole soit entendue. Ça puisse être dit. Mais qu'est-ce que veut dire être dit? Un des plus grands textes de théâtre que je connaisse, c'est Proust. C'est un texte de théâtre inouï. Et Dieu sait s'il n'a pas du tout été pensé pour le théâtre. Pourquoi? Parce qu'il est plein. Il est entièrement cohérent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un texte? Je dis des lieux communs. C'est un organisme. Je veux dire, tout est évidemment lié. Tu peux pas choisir de traduire une chose et sacrifier une autre. Tu peux pas faire ça. Comme tu peux pas couper le bras de quelqu'un en pensant qu'il va rester indemne. Tu peux pas. Et ça m'amène à un autre point. Quand on traduit de la poésie, on se retrouve dans une situation très complexe. Parce qu'en France, la traduction de la forme rimée, de la forme régulière, n'existe pas. Cette tradition n'existe pas. Et encore pire que ça, il n'existe pas de tradition
de la prise en compte d'une métrique qui ne soit pas celle du français classique. Je parle souvent d'une impossibilité. On sait que Baudelaire a traduit Poe. Bon. Et Baudelaire a traduit aussi Le Corbeau, un poème d'Edgar Poe. Le poème de Poe est un poème construit uniquement sur des allitérations et sur le son. Il n'existe que pour ça. Baudelaire l'a traduit en prose, ce qui est stupide. Ça paraît stupide. Ça n'a aucun sens. Simplement aucun sens. Mais il n'y a pas que Baudelaire qui l'a traduit comme ça. Il y a Mallarmé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Baudelaire et Mallarmé travaillaient le son d'une façon 100 fois plus fine qu'Edgar Poe. Et s'ils avaient voulu traduire ce travail sur le son, qu'évidemment ils connaissaient, ils s'entendaient, évidemment qu'ils l'auraient fait et que le résultat aurait été 100 fois meilleur, je peux le dire, que le poème d'Edgar Poe, qui est un poème intéressant, mais enfin bon, Edgar Poe n'est pas, comment dire, Rainer Maria Rilke en poésie. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que la forme métrique est réservée en France à la poésie française, à la poésie pensée originellement en français. Et donc, vous avez Shakespeare en vers libre. Vous avez la poésie allemande en vers libre. Mais il y a des poèmes de Hölderlin qui sont écrits en vers libre. Mais il y en a plein qui ne sont pas du tout écrits en vers libre. Et personne ne fait attention à ça. Françoise Morvan vient de publier la traduction aux éditions Mesure, j'en parlerai peut-être un petit peu, de La folie Tristan, un texte médiéval écrit en octosyllabes rimés sur le mythe de Tristan. Et quand tu traduis ça en prose, tu as le récit, mais tu n'as pas le poème. Or, quasiment personne ne fait ça. Et je dirais pire que ça. Quand on le fait, en gros, on nous dit qu'on fait des vers de Mirliton. Et on nous dit qu'on n'est pas fidèle au texte, qu'on s'éloigne du texte. Comme si traduire en prose un poème était se rapprocher du texte. Comme s'il existait un sens sémantique simplement dans le texte. Parce que la traduction est évidemment, et Jorn, tu parlais de la perte, et c'est fondamental. Un de mes grands amis qui est venu à Arles, traducteur de la poésie française en russe, Mikhail Yesnov, qui est décédé maintenant, parlait de la traduction comme de l'art de la perte. Et je pense que c'est la meilleure définition de la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire, l'art de la perte? Ça veut dire le fait de savoir ce que tu as le droit de perdre au nom de ce que tu ne peux pas perdre. Et c'est un art. Évidemment que tu ne rendras pas tout. Évidemment. Et après, il y a encore autre chose. Et finalement, je finirai plus ou moins, pas tout à fait, mais sur ça. J'aurai un autre point. Ce sentiment de solitude que nous pouvons éprouver face à la traduction de la poésie est, comment dire, approfondi par autre chose.
c'est qu'il y a plein de poèmes que je ne peux pas traduire du tout. Et en particulier les poèmes écrits en Russie au XXe siècle. Parce que la forme, la métrique, n'a pas le même sens d'une culture à l'autre. Je veux dire que autant il est imaginable d'avoir un espace commun pour l'alexandrin au XIXe siècle. Est-ce que je parle chinois là? Non, ça va. Ouais. Moi qui ai traduit 401 poèmes chinois sans parler un mot de chinois. Donc, mais bon. Autant il s'est passé en XXe siècle une rupture radicale. Dans la poésie française, quand je parle au XXe siècle, c'est en fait, dans la poésie française, elle s'est passée en 1872. 71-72. Quand Rimbaud a écrit les derniers vers. Et quand Rimbaud a écrit un poème qui s'appelle Mémoire, est-ce que vous avez lu Mémoire? Alors il faut absolument que vous lisiez Mémoire. Les derniers vers, 1872. Je considère que c'est le plus grand poème de la langue française. Et que c'est un poème écrit en vers de 12 syllabes sans césure. Qu'est-ce que ça veut dire? La métrique est un système identitaire. Je veux dire, ta 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 ta, 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 ta 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 ta. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit Racine, j'ai pas dit Corneille, j'ai pas dit Molière, j'ai dit la France. Je veux dire que toute personne ayant la langue française comme langue maternelle comprend que c'est un alexandrin et qu'elle a déjà entendu. Mais si je casse cette césure, et donc la métrique est la mémoire sociale de la poésie, c'est-à-dire ce qui est en dehors, ce qui est le lien qui fait, le lien qui unit l'auteur et son public. J'appartiens à cette culture parce que je reconnais cette culture. Je reviens à la reconnaissance. Mais si je casse la césure, je ne reconnais plus. Et là, tout change. La mémoire est tuée. Et le poème Mémoire de Rimbaud est un poème sur le meurtre de la mémoire, sur la mort de la mémoire, sur le fait que la poésie, à partir de ce moment-là, doit être comprise littéralement et dans tous les sens. Et qu'elle devient plus, et qu'elle n'est plus de l'ordre de la littérature, comme le faisait Baudelaire, comme le faisait Hugo, comme le faisait Verlaine et qui que vous voulez, mais de l'ordre de la vie même et d'une vie à inventer. Après quoi, Rimbaud est parti parce qu'il en a eu marre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Russie en 1917? Il y a eu un meurtre physique de la mémoire. On a commencé à vouloir créer un homme nouveau. En tuant des centaines de milliers, voire des millions de personnes. En instaurant un régime des terreurs. Et les formes classiques dans la poésie russe sont devenues les seules preuves de l'humanité de la mémoire, de l'humanité. C'est pour ça que la poésie avait une telle importance en Union soviétique. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui savaient des dizaines de poèmes par cœur à cause de ça, parce que la vie était tellement insupportable que la seule preuve d'humanité, c'était ça. Mais ça, comment voulez-vous le traduire? C'est pas de l'ordre de la traduction. C'est de l'ordre, à la rigueur, de la connaissance, de la reconnaissance. Comment voulez-vous faire? Et donc, je ne traduis pas ces poètes. Je ne sais pas le faire. Mais il y a autre chose. Certaines cultures se sont construites sur la traduction.
Par exemple, la culture allemande ou la culture russe. Je dirais que l'Allemagne est née de Shakespeare. Au moment où les pré-romantiques allemands, disons, ça n'a aucune importance, en l'occurrence le nom, traduisent Shakespeare. Et traduisent Shakespeare en pentamètre iambique. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de jeunes, vous ne savez pas ce que c'est qu'un pentamètre iambique. Ta 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 ta. C'est le vers du théâtre élisabétain, le vers d'Hamlet. Les Anglais, et ils ont bien raison, disent que c'est le vers du cœur. Ta-tam, 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 et ainsi de suite. Il n'existe pas en français. Les Allemands l'ont utilisé au XVIIIe siècle contre la France. La dernière œuvre de Schiller, c'est une traduction de la Phèdre de Racine en pentamètre iambique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a gagné la bataille d'Austerlitz. Il a renversé le parangon de la culture française en le germanisant, c'est-à-dire en le shakespearisant. Mais il n'y a pas que Shakespeare dans la poésie allemande. Il y a la Grèce. Quand Hölderlin fait ses grands hymnes à la poésie, au fleuve allemand, et on dit, ah ben voilà, le nationalisme allemand, c'est... Mais dans quelle forme il le fait? Il le fait en strophe alcaïque. Et est-ce que vous savez ce que c'est que la strophe alcaïque? La strophe alcaïque, c'est la strophe inventée par Alcée au VIe siècle avant Jésus-Christ, une strophe grecque qu'il transforme en allemand. Et ce qu'il dit, c'est pas que vive l'Allemagne, que les fleuves allemands, c'est pas du tout ça. Vive l'Allemagne grecque. Vive la mémoire de l'Europe en Allemagne. Mais quand tu traduis ça en vers libre, t'as juste un hymne nationaliste au fleuve allemand. Or, comment tu peux traduire une strophe alcaïque quand ton lecteur ne sait pas ce que c'est qu'une strophe alcaïque? À quoi ça sert? Je veux dire, je raconte souvent ça, une blague, vous savez, les blagues belges en russe, c'est des blagues arméniennes. Je sais pas pourquoi. Enfin, les Tchoukches et les Arméniens. Bref. Et donc, il y a une blague arménienne, mais qui est fondamentale pour la traduction, pour le statut de la traduction. C'est deux questions. Peut-on édifier le socialisme en Suisse? Réponse, on peut. Mais à quoi bon? Je veux dire, à quoi ça sert s'il n'y a pas de mémoire commune de ça? Je veux dire, quand Hölderlin écrit ça, le public auquel il s'adresse, à supposer qu'il s'adresse à un public, ce qu'il y a. J'ai d'autres questions. En tout cas, les quelques personnes auxquelles il s'adresse savent qu'est-ce que ça veut dire. Quand il écrit Brot und Wein en distique élégiaque, les gens qui lisent savent d'où ça vient, que ça vient de la Grèce et que ça vient des élégies latines. Mais vous savez pas. Et c'est pas votre faute, parce que personne n'a traduit ça comme ça. Et nous, on essaie de faire ça comme ça. Et c'est impossible. Impossible. Et bon, on essaye, parce qu'on peut rien. Comment dire, on continue. Parce que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va pas arrêter. Tu sais, il y a une autre chanson d'un chansonnier soviétique, juif, Galitch, qui parlait de la situation des Juifs en Union soviétique et qui disait
Мы бы сдаться готовы, да не знаем кому. Ça veut dire on est prêt à se rendre, mais on ne sait pas à qui. Bon, tu continues. Voilà. La littérature française ne s'est pas construite sur la traduction. Et je dirais même qu'on ne traduisait pas la littérature française en Europe, parce que tout le monde parlait français. C'était pas la peine. Ce qui n'empêche pas que, aujourd'hui, en France, la France est un des pays qui traduit le plus au monde. Ce qui est remarquable. Mais ça montre l'évolution du statut. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, les traductions sont beaucoup moins nombreuses. Et ce n'est pas vrai en Chine, d'après ce que je peux comprendre. Les Chinois traduisent à tour de bras. Et évidemment, nous, on considère que le chinois est une langue rare, ce qui nous expose à un certain nombre de problèmes. Enfin bon. Mais voilà. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et j'arrêterai là, avec Françoise, c'est de construire une maison. C'est-à-dire de partir de l'idée que tant qu'à faire, comme en gros on ne se reconnaît pas dans ce que fait l'écrasante majorité de nos collègues traducteurs ou auteurs, que finalement, bon, c'est comme ça, et qu'il n'y a même pas à en parler, eh ben on va faire une maison. On continue à travailler pour Actes Sud, pour un culte qui est en fait une filiale d'Actes Sud. On a traduit Le Maître et Marguerite chez Actes Sud, etc., etc., etc. Mais on s'est dit, on va faire une petite maison où on va publier que ce qu'on veut de la façon dont on veut, pour ne pas séparer la traduction et la poésie non traduite, pour ne pas séparer la prose de la poésie et le théâtre. Et ça s'appelle Mesure. Et c'est des livres qu'on publie à 500 exemplaires, chacun est signé, numéroté. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais il y en a quelques-uns là, et puis bon, voilà. C'est-à-dire où, finalement, on a décidé, arrivé à l'âge qu'on a, et sans vouloir le dire d'une façon, je me suis connu plus jeune, disons ça comme ça, être entièrement libre, avoir notre maison à nous, faire ce qu'on pense, de la façon dont on pense, et continuer à travailler autant que possible. Avec cette même reconnaissance envers la vie, finalement, qui nous a donné ce don de nous émerveiller. Merci. Merci d'avoir conclu aussi sur la construction d'une maison. Ça prépare extrêmement bien la rencontre suivante. Nous avons là une transition toute trouvée vers d'autres initiatives qui construisent des maisons. C'était la même chose que... Et je crois qu'effectivement, c'est bien d'avoir un temps d'échange. Bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant. Et j'ai deux questions. Donc la première, je ne sais pas laquelle prendra le plus de temps, mais comment on fait pour traduire du chinois sans parler chinois? Et la deuxième, ce serait quel conseil vous pourriez donner du coup à des peut-être futurs traducteurs pour justement garder cet émerveillement sans avoir à faire que de la traduction économique? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Donc, Jörn a dit que je racontais beaucoup de blagues juives. Je l'ai raconté hier soir en privé, mais je peux la redire. C'est une blague très importante. Les blagues juives sont longues et n'ont pas de titre. Il y en a une qui est courte et qui a un titre. Le titre, c'est Proverbe chinois. Et la blague, c'est « Si tu veux être heureux, sois-le.
C'est tout. C'est-à-dire, si tu veux traduire, traduis. Je n'ai pas de conseils à donner. Mais c'est très important, ça, je veux dire. D'abord, traduisez. Et, sans blague, d'une façon régulière. Prenez, je ne sais pas, une demi-heure par jour. Mais tous les jours. Même le dimanche. Vous allez à la messe d'abord, et après vous traduisez. Ou inversement. Ça, c'est la première chose. Je veux dire, c'est la seule chose. Et c'est vous qui voyez comment vous faites. C'est pas à moi de vous dire comment. Mais tous les jours. Et traduisez quoi? Un texte que vous aimez. Pas un exercice. Et c'est pas grave s'il a déjà été traduit. Vous traduisez pas au début pour être publié. C'est juste pour voir comment vous faites. Et après, on verra. Après commence le métier. Ça, c'est autre chose et c'est essentiel. Mais là, vous avez plein d'organisations qui vous aident, qui vous donnent des conseils, etc. C'est fondamental. Mais avant, il y a autre chose. Après, comment traduire du chinois sans parler le chinois? C'est justement c'était ça le sens de mon livre qui s'appelle Ombre de Chine. Parce que c'était un diptyque. J'avais écrit d'abord un livre qui s'appelle Le Soleil d'Alexandre sur la poésie lyrique russe de la génération de Pouchkine et qui était en fait la confrontation tragique entre l'histoire et la poésie. Bon, et quand moi je lisais la poésie chinoise, sans parler un mot de chinois, ce que je lisais, c'est quoi? C'est des traductions. Mais quand vous lisez les traductions de la poésie chinoise, indépendamment des langues, mais pour chaque interprète dans ses langues, mais en gros, s'il y a le titre, vous reconnaissez que c'est le même poème, mais c'est tout. Il y a des variantes tellement énormes que vous dites, mais comment ça se fait? Et ça a été le point de départ. J'ai traduit des dizaines de traductions des mêmes poèmes. Et j'ai à chaque fois mis les références. Quel texte? Parce que ça me servait à rien de passer 15 ans à apprendre le chinois pour ajouter à la rigueur une interprétation de plus à des savants immenses qui passent leur vie à ça. Au contraire. Ce qui était passionnant, c'était de rien savoir. Et d'essayer de comprendre. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose fondamentale, c'est que tout mon travail est construit sur l'idée d'équivalence. C'est-à-dire, je dis une strophe «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать тебя заставил, лучше выдумать не мог». Le début de Néguine, mon oncle, un homme de morale, quand il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla un franc succès. En gros, plus ou moins, c'est entièrement faux, mais ça correspond. Après, on discute, mais voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un même système. Mais quel système d'équivalence il peut y avoir en chinois? Aucun. Et c'était ça qui était intéressant. Je veux dire, les Chinois, dans la langue classique, ils n'ont pas de mode, ils n'ont pas de temps. La forme pour dire elle allait ou nous irons, c'est la même. Et pour nous, c'est aberrant. Et eux, ça fait quoi, 3000 ans que ça leur pose pas de problème. C'est passionnant, ça. Et c'est sur ça. Et puis, il y a encore autre chose, si je peux juste prendre encore une minute, c'est que j'ai découvert que, et je ne le savais pas du tout, que les Chinois, tous les 10 ans, faisaient des recensements de la population, depuis le premier empereur, en moins 240. Et que, imaginez-vous, on les a gardés. Et donc, ce qui est incroyable. Et donc, on sait qu'en l'an 753, puisque j'ai traduit 401 poèmes de la dynastie Tang, dont je dois dire les 2/3 n'avaient jamais été traduits en français. Juste jamais. Par aucun des grands spécialistes de la poésie chinoise. Eh ben, ils étaient donc 60 millions. Et qu'après, il y a une guerre civile
et que 10 ans plus tard, ils sont 16 millions. Et que, à ma stupeur, dans aucun recueil de poèmes des poètes de cette génération, on ne dit un mot de ça. Et j'ai trouvé des trucs chez des historiens américains qui discutent de la façon suivante. Est-ce que réellement il y a eu 40 millions de morts ou juste 20 et que les autres on les a pas recensés parce que l'État était incapable de faire le recensement? Mais attends. C'est la phrase de Goebbels. Sur 50 morts, c'est une catastrophe nationale et 50 millions, c'est une statistique. C'est-à-dire, c'est la phrase même du XXe siècle. Personne de nous ne se rend compte de ce que c'est que 50 millions de morts. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Et donc, l'expérience historique de la Chine du 8e siècle était la mienne au 20e siècle en Europe. Et donc, le système de représentation le plus éloigné possible de mon système occidental, et je me revendique comme un intellectuel occidental, pas intellectuel comme un occidental, était en fait le miroir absolu de l'expérience historique de notre temps. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Voilà.